Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boris. Votre invitée ce matin est Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. C'est votre première prise de parole depuis la présentation du budget. On va en parler en détail dans un instant. D'abord cette question, le Doliprane va-t-il passer entre des mains américaines? Deux ministres se sont rendus dans l'usine de Lisieux dans le Calvados hier pour demander des engagements très précis parce que les salariés notamment s'inquiétaient. Est-ce que vous êtes rassurés ce matin? Non, pas du tout. La situation de Sanofi et du Doliprane, c'est le symbole de l'échec total de la politique industrielle d'Emmanuel Macron. On a en fait, Doliprane, chaque boîte, le coût de production, c'est 15 centimes. Le prix de vente, on le sait en pharmacie, c'est 2 euros. Donc on voit que c'est très rentable. Eh bien cela, ça ne suffit pas à Sanofi, dont la stratégie, c'est de dégager toujours plus de cash pour les actionnaires. Sanofi, en 2024, c'est 4 milliards, plus de 4 milliards distribués dans les dividendes pour les actionnaires. Donc il faudrait faire quoi? Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie stratégie industrielle, mettre en place un pôle public du médicament, Ça veut dire nationaliser Sanofi et Doliprane pour vous? Ça veut dire, par exemple, commencer par conditionner les aides publiques aux entreprises. Sanofi, c'est en 10 ans 1 milliard de crédit impôt recherche. En 10 ans aussi, c'est la division par 2 des effectifs en France, notamment des emplois de chercheurs. Le scandale est là et on a un gouvernement, un État qui laisse Sanofi les rênes sur le coup. Peut-être aussi parce qu'il y a une proximité très grande avec la direction de Sanofi et le pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que le président de Sanofi est le mari d'une ancienne ministre, ça aide à avoir des relations proches avec la Macronie. Mais Vous parlez de Frédéric Oudéa et d'Amélie Oudéa-Castéra. Mais ça, ce sont des accusations très graves, Sophie Binet. Vous sous-entendez parce qu'il y a un lien familial, il y aurait des intérêts capitalistiques qui se mélangeraient à tout ça? Non, ce que je dis, c'est que le scandale de la stratégie industrielle du gouvernement, c'est qu'elle consiste à donner les pleins pouvoirs aux multinationales. Et que là, en l'occurrence, on a une multinationale qui considère qu'elle peut faire la pluie et le beau temps. Mais pour servir un agenda et des intérêts personnels? Ça vient juste contribuer à cette relation de proximité entre une direction d'entreprise et un gouvernement. Et vous avez une preuve de ça, Sophie Binet, pour l'affirmer? Vous avez une preuve qu'il y a un intérêt familial qui se conjugue avec un intérêt financier? Non, mais ce n'est pas ce que je dis, en fait. Ce que je dis, c'est que l'échec, le scandale de la politique industrielle du gouvernement, elle est liée au fait que toutes les multinationales font ce qu'elles veulent en France. Je pourrais prendre l'exemple dans l'automobile, où on a Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui est un des patrons les mieux payés du CAC 40, et qui passe son temps à fermer des usines, et le gouvernement le laisse faire et continue à multiplier les aides dans le secteur de l'automobile. J'étais la semaine dernière à MA France, la dernière usine d'automobile dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, qui est en train de fermer. Le gouvernement ne fait rien et laisse Stellantis fermer les capacités de production d'automobiles en France. C'est comme ça pour toutes les multinationales, le problème est là. Il y a beaucoup d'efforts qui vont être demandés à tout le monde, y compris aux grandes entreprises. On a vu au moment de la présentation du budget, on va leur demander une hausse de l'impôt sur les sociétés. Ça va rapporter des milliards. Même une mesure comme ça ne trouve pas grâce à vos yeux? Bien écoutez, il était temps. Le problème, c'est que... Donc il était temps que ça va dans le bon sens, pour le coup. Oui, sauf que ça reste trop cosmétique. D'abord, ça n'est que temporaire. On parle de 8 milliards, c'est colossal. D'abord, ça n'est que temporaire. Et ensuite, dans le même temps, la politique d'Emmanuel Macron, ça a été de baisser de plus de 50 milliards d'euros par an les impôts des plus riches et des plus grandes entreprises. Nous avons déjà payé depuis 7 ans... Entre 2017 et 2024. Maintenant, il y a un nouveau budget pour 2025. Oui, sauf que 50 milliards par an. Et là, on leur demande 8 milliards de plus seulement pour une année. Donc on voit bien que c'est complètement déséquilibré. Un exemple de ce déséquilibre, c'est l'apprentissage. Les aides à l'apprentissage ont été multipliées par 3 par Emmanuel Macron avec des effets d'aubaine dénoncés très largement par beaucoup de rapports. Dans ce projet de budget, on nous dit qu'on va taper dans les aides à l'apprentissage, sauf que c'est un coup de rabot indistinct qui va d'abord cibler les petites entreprises au lieu de cibler les grosses. Et surtout, les premiers à payer en matière d'apprentissage, ça va être les apprentis. Le gouvernement va taxer les apprentis, leur salaire va baisser de 10%. Elle est où la justice fiscale? Sur les aides qui vont diminuer, Sophie, non, pas du tout. Pas du tout. Les Les aides aux entreprises ont diminué, mais le salaire des apprentis va aussi diminuer puisque le gouvernement veut leur faire payer la CSG, la CRDS et des cotisations supplémentaires alors que leur salaire est bien loin du SMIC. On ne peut pas demander d'efforts supplémentaires quand, par exemple, pour les inactifs cette fois, Pierre Moscovici, qui est aussi le président de la Cour des comptes, dit on pourrait demander une contribution aux retraités les plus aisés, notamment en ce qui concerne l'abattement fiscal auquel ils ont droit.
le cibler, par exemple, sur les retraités les plus aisés, est-ce que vous dites ça, ce serait une bonne chose parce que ça irait vers les plus aisés? Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est l'ensemble des retraités qui doivent passer à la caisse puisque le gouvernement a décidé de baisser leurs pensions en euros constants. Donc justement, est-ce elles que vont l'idée baisser de 2 à de se 300 concentrer sur les plus euros aisés vous conviendrait l'année mieux? prochaine. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas dans la stratégie et le projet de budget du gouvernement. La fonction publique va être mise au régime sec, 4000 suppressions de postes d'enseignants alors qu'il y a des milliers de classes sans enseignants où les enseignants et enseignantes ne sont pas remplacés. Vous avez vu ce que dit le gouvernement, on aura malgré tout un taux d'encadrement inégalé. Parce qu'il y a une baisse du nombre d'élèves, 100 000 élèves en moins l'année prochaine. Oui, sauf que justement, c'était l'occasion de mettre fin à ces classes dans lesquelles il n'y a pas d'enseignants, avec des enseignants non remplacés. Je rappelle que les salaires des fonctionnaires ont baissé de 18% depuis 2010. Avec le budget que nous propose le gouvernement, pour la deuxième année de suite, 2024-2025, il n'y aura pas d'augmentation de salaire des enseignants, alors que l'inflation est bien réelle. Sophie Binet, je comprends bien que vous soyez contre des mesures qui vont effectivement demander des efforts, mais quand le gouvernement dit on fait tout ça pour redresser les comptes, pour éviter l'envolée du déficit au-delà de 7%, pour permettre à la France de continuer à se financer sur les marchés, ce ne sont pas des objectifs que vous soutenez ? Bien sûr, mais en fait, moi, ce que je constate, c'est que nous avons déjà payé. Depuis 7 ans de gouvernement d'Emmanuel Macron, nous avons eu une réforme des retraites extrêmement violente, 3 réformes de l'assurance chômage, une réforme du Code du travail violente, le gel de nos salaires et de nos pensions, la baisse du financement de nos services publics. Pendant ce temps-là, la dette a augmenté de 1000 milliards. L'augmentation de la dette, ça n'est pas de notre faute. L'augmentation de la dette, c'est à cause de la politique de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux plus grandes entreprises. Et donc aujourd'hui, c'est à eux de payer, ça n'est pas à nous. Quand vous dites les puissants, etc., vous êtes choqué, comme Valérie Pécresse, de voir que le budget de l'Élysée et du Parlement sont en hausse? Vous êtes choqué de voir qu'on reçoit hier en dîner d'État le roi et la reine de Belgique à l'Élysée? Tout ça, faut l'oublier? Recevoir en dîner d'État des chefs d'État étrangers, c'est normal. Par contre, avoir un budget qui augmente de 3%, c'est-à-dire au-dessus de l'inflation, alors que le budget de l'année dernière avait déjà beaucoup augmenté pour l'Élysée, oui, c'est un problème. Enfin, franchement, le chef de l'État pourrait donner l'exemple et là, il ne le fait même pas. Mais vu tout ce que vous nous dites, est-ce que vous considérez qu'il faut que vous allez organiser des journées d'action, de grève? Est-ce que vous sentez le pays dans cet état d'esprit-là? Est-ce qu'il n'y a pas la volonté aussi chez certains de nos concitoyens de laisser une chance au gouvernement? Mais nous, notre objectif, ce n'est pas du tout de mettre en difficulté ce gouvernement. Ce que nous voulons, c'est gagner des avancées pour les salariés, c'est empêcher que ces reculs se fassent sur notre dos. Donc ça passera par la grève, ça passera par quoi? Ça passera par le fait que les parlementaires doivent amender en profondeur ce projet de budget. Il y a une mobilisation qui est en cours dans le secteur de la santé. Il y aura une journée de grève d'action le 29 octobre, qui est évidemment très importante pour les soignants et les soignantes, mais en fait pour nous toutes et tous. Parce que le scandale, c'est que la France, c'est la 6e puissance économique mondiale, mais c'est aussi maintenant le pays dans lequel on meurt aux urgences sur un brancard, faute de prise en charge satisfaisante. On ne peut pas s'y résoudre à ça. Et au lieu de financer à la hauteur nos hôpitaux, le gouvernement, dans son budget, va encore baisser au final leur dotation, alors que depuis le Covid, c'est 5000 fermetures de lits chaque année. 5000, alors que le chef de gouvernement... Alors là, il y a une volonté de ne pas fermer de lits dans ce budget. Emmanuel Macron nous avait dit, plus jamais ça, priorité absolue à la santé, etc. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie Binet. Merci à Adrien Gindre.